c'est un petit peu Michel, je crois que c'est Michel Bauer. Oui, peut-être, merci beaucoup. Voilà. Donc, écoutez, aujourd'hui, évidemment, je viens avec des ambitions beaucoup trop grandes pour exagérer pour ce qu'on pourra faire aujourd'hui, mais enfin, je vous le dis quand même. Donc, ce que j'aimerais, c'est continuer ce qu'on disait avant, c'est-à-dire, ce que je disais avant, c'est-à-dire continuer un peu, beaucoup, en gros, en suivant un petit peu un texte qui est sur ma page web qui s'appelle Polarité mathématique, en essayant de dire les choses peut-être un peu plus précisément et puis de continuer. Et puis après, peut-être d'ailleurs avec l'aide ou l'assentiment de mathématiciens dans la salle, j'aimerais aussi dire des choses un petit peu simplettes presque sur les mathématiques, des choses qui sont au fond, qui ressortissent à la banalité, et simplement parce que j'en ai un petit peu rabattu du point de vue de l'ambition. C'est-à-dire qu'il est vrai, il semble vrai qu'en un siècle, il y a des choses qui sont très simples, qui, je crois, dans un endroit comme on est, à savoir, puisqu'on est au département de mathématiques, seraient de l'ordre de la banalité, et qui ne sont pas vraiment sortis du cercle des mathématiciens, tout au contraire d'ailleurs. Donc d'abord, revenons sur, disons, ces polarités mathématiques. Alors ce que j'ai appelé des polarités mathématiques, c'est donc ces couples, on va dire, de notions qui sont mises en jeu chez Grothendieck et qui se retrouvent très souvent ailleurs, au moins en physique, mais en fait plus largement. Donc je précise que là, je parlerai de la période, on va dire, classique, hein, c'est-à-dire 1900, mettons 48 à 70, dont je ne suis pas spécialiste, puisque moi-même j'ai travaillé seulement sur le Grothendieck, on va dire post-70. Pour les psychanalystes, je trouve ça assez étonnant qu'il y ait aussi, si on veut, un 70, la fin des années 60 marque une rupture, alors chez Grothendieck très nette, c'est peut-être, c'est les 30 glorieux, c'est les mai 68, c'est tout ce qu'on veut. Alors chez Grothendieck, il y a une rupture très nette, puisqu'en 70, il a 42 ans, et il y a une très jolie phrase où il dit « Le temps des tâches est pour moi terminé ». Il part de l'IHES, et il se met à faire tout autre chose. Entre 70 et 80, on peut dire qu'il a fait très peu de mathématiques. C'est la période écologique, on va dire, surtout. C'est la période de survivre et vivre, c'est ça. Et puis alors en 80, et c'est bien, il le raconte beaucoup dans Récolte et Semailles, il revient aux mathématiques avec d'ailleurs une certaine mauvaise conscience, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, et il va produire des manuscrits qui sont complètement différents dans leur esprit de ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme les GA, SGA, et finalement c'est ce que je connais mieux, donc je vous parle de ce que je connais le moins bien. Voilà, donc le premier couple, j'avais dit, c'est un couple qui est presque, je redis quand même, c'est un couple qui est presque banal, c'est ce qu'on dit toujours, c'est presque un cliché, c'est objet et relation. Donc, c'est ensemble et versus catégorie. Alors, je ne vais pas redire, je ne vais pas trop en reparler parce que c'est vraiment la chose la plus, presque la plus banale, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'elle est en elle-même banale. Et je rappelle juste quelques petits points d'histoire, peut-être, c'est que, donc, il y a Bourbaki qui a commencé juste avant-guerre avec André Weil, pour des raisons d'ailleurs qui sont très étonnantes et pas du tout ce que les gens racontent d'habitude. Ça a commencé parce que Weil trouvait un peu stupide, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, que chacun fasse des polycopiés dans son coin, mais des polycopiés essentiellement par exemple sur les fonctions analytiques ou sur des sujets assez très classiques. Bon, il était un petit peu ennemi des professeurs de Sorbonne, comme Valiron à l'époque, des professeurs qui à l'époque étaient à la Sorbonne, et des analystes de ce temps-là.
Et puis, Veil a fondé Bourbaki donc juste avant-guerre, pour des raisons presque pratiques. J'insiste sur le fait que Bourbaki n'a jamais été très intéressé par la logique, à tel point que Dieudonné, qui avait le sang chaud, dit une fois que en fait, Bourbaki ne s'intéressait pas au fondement des mathématiques, ce qui était absolument vrai, et ce qui est exactement ce qu'on ne dit en général pas. Il faut aussi savoir que les deux personnes qui sont responsables, parce qu'on peut bien le dire, pour les programmes de ce qu'on appelait les maths modernes, c'est Dieudonné et Lichner-Rovitz, qui étaient tous les deux chargés d'écrire qui à un moment étaient chargés d'écrire les programmes pour le secondaire. Et donc, si vous êtes de ces générations qui ont été abreuvées aux patates et aux flèches, vous pouvez vous tourner vers messieurs Dieudonné et Lichner-Rovitz, qui sont malheureusement plus de ce monde. Et c'est en fait eux qui ont écrit ces programmes. Cela dit, ni l'un ni l'autre n'était logicien. Donc, ce que j'avais dit, c'est que du point de vue, on peut dire que Bourbaki, c'est le point de vue ensembliste. Le point de vue ensembliste, on peut dire que c'est le point de vue cartographique, si on veut, le point de vue d'établir une carte de l'ensemble des mathématiques, avec un outil très simple qui est la relation d'équivalence. Donc, on va voir que on a des relations d'équivalence, on a des classes d'équivalence. Vous vous souvenez de ça, si vous êtes mathématicien, c'est très simple, et si vous n'êtes pas mathématicien, vous avez peut-être appris ça dans vos jeunes années. Voilà. Donc, ensuite... Suspense. Donc ensuite, dans l'après-guerre, alors donc il y a une personne, Heilenberg, qui a été sauvé des camps de concentration d'ailleurs, qui a émigré aux États-Unis, qui ensuite a travaillé avec MacLean, et ils ont commencé la théorie des catégories. Alors là aussi, ça commence d'une manière beaucoup plus modeste et beaucoup moins ambitieuse que ce qu'on croit. Ça commence en essayant de mettre de l'ordre dans un domaine assez technique, qui est la homologie des groupes. Et donc ils essaient de mettre de l'ordre là-dedans. Ils écrivent un article pendant la guerre, dont ils n'attendaient pas, enfin Heilenberg a dit qu'il n'attendait pas particulièrement que ça devienne célèbre, mais finalement c'est le début de la théorie des catégories. Donc la théorie des catégories, je ne vais pas en revenir, il ne s'agit pas de faire une initiation à la théorie des catégories. Je voudrais quand même faire encore de la publicité pour un livre que j'ai déjà cité, qui est quand même très beau, qui est le livre de MacLean et Murdoch, qui s'appelle Faisceaux en logique et en géométrie, Shapes in Geometry and Logic. Je l'ai mis en note en bas de page, donc là c'est facile de trouver la référence, et plus que la référence, c'est facile de le télécharger parce qu'il a été piraté. Donc les catégories, on peut dire que ça, si on le dit de manière très simple, ça met évidemment en relief les relations devant les objets. C'est même pour ça que si on prend le structuralisme de manière un peu caricaturale et simple, c'est effectivement quelque chose qui a été beaucoup noté par les structuralistes, en prenant ce mot d'une manière en attendant très vague. Et donc d'une certaine manière, on peut dire aussi que c'est plus dynamique que la théorie des ensembles. Bourbaki n'a jamais réécrit pour diverses raisons, dont le fait que c'est difficile de recommencer ce qu'on a déjà fait et qui est déjà assez lourd. N'a jamais recommencé son traité en forme catégorique. Heilenberg a été membre de Bourbaki, mais ça n'a jamais réussi à convaincre les gens de recommencer pour diverses raisons. Voilà, donc bien évidemment, Grothendieck, lui, traite tout de manière catégorique. Mais il faut dire une chose aussi,
quelqu'un a dit, je ne sais plus son nom, je sais plus qui avait écrit donc que les élèves, que Grothendieck et ses élèves avaient résolu certaines grandes questions de la géométrie algébrique à l'aide d'outils catégoriques. Ça, je crois que c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est-à-dire que Grothendieck pense de manière catégorique. Ce n'est pas des outils, c'est une façon de penser. Et donc je vais essayer on va l'illustrer là sur l'histoire du point, justement. Donc, continuons. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, c'est-à-dire que, disons, l'école de Grothendieck, si école il y a, c'est école, c'est peut-être pas le bon mot, va effectivement avoir une espèce de point de vue catégorique sur le monde mathématique, plutôt que de dire que c'est des objets, des outils. Ce qui fait d'ailleurs quand même que les interrogations, mais c'est quand même un très grand changement dans l'après-guerre, c'est ce qui fait que les interrogations de Husserl en particulier, et même de Cavaillès dans un certain sens, malgré toute leur intelligence, sont quand même souvent des interrogations qui viennent du monde d'hier. Et le monde d'hier, là, c'est vraiment le monde d'hier, c'est-à-dire le monde d'avant la Grande Guerre, d'avant la guerre de 14, c'est-à-dire c'est les interrogations sur les fondements des mathématiques, mais c'est les interrogations du tournant du siècle, enfin du XXe siècle, 1910, sur l'axiome du choix, le continu, etc. C'est des choses qui ont été extrêmement importantes, qui viennent du XIXe siècle. Il faudra en parler longtemps. Nathalie Charles connaît bien, par exemple, le fait par exemple, le fait que l'œuvre de Cantor vient largement des séries de Fourier, ce qui est d'une certaine manière aussi pas du tout ce qu'on raconte d'habitude. C'est pas de ça que je vais parler. Mais enfin, c'est pour dire que malheureusement, il y a des interrogations qui sont restées très prégnantes chez les philosophes et qui sont en fait des interrogations sur le monde d'hier du point de vue des mathématiques. Alors ça c'était, bon là on peut en parler pendant des heures, évidemment, de catégories versus ensemble. Alors essayons d'être plus précis. Alors je parle de... Donc, maintenant on va arriver à... C'est presque une application, c'est presque un exemple, c'est très important. C'est la deuxième polarité, si on peut dire, mais qui est d'une certaine manière, un exemple de la première, et c'est donc point versus point nul. Donc le point, pendant des siècles, voire des millénaires, le point a été défini comme un atome d'espace, et puis tout à coup le point a été autre chose. Alors c'est quoi cette autre chose? Cette autre chose, on peut dire, alors si on le dit de manière, disons-le de manière très naïve, un point, c'est un endroit où on peut mesurer des quantités. Ça peut être n'importe quoi, l'altitude, la pression, tout ce que vous voulez si vous êtes physicien. Et toutes ces quantités ont en commun d'être mesurées au même point. Alors si on disait ça comme ça, jusque-là ça n'aurait à peu près aucun intérêt. Il y a deux manières dont ça... peut-être pas une bifurcation, mais il y a deux versants sur lesquels ça va devenir intéressant. Il y a le versant physique et le versant mathématique. Prenons le versant physique d'abord, très rapidement. Le versant physique, c'est évidemment la mécanique quantique. Puisque en mécanique quantique, il n'y a pas... ce que je viens de dire pose problème. Il n'y a pas un monde classique où un électron serait une particule qui aurait simultanément, alors c'est très connu, une vitesse et une position, ou un spin orienté, une mesure du spin orientée sur l'axe des X et une mesure du spin orientée sur l'axe des Y. Qu'est-ce qui intervient si on demande à Lincoln? C'est la non-commutativité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'après les relations d'incertitude de Heisenberg, qui elles-mêmes d'ailleurs, pour les mathématiciens, sont très simples. Les relations d'incertitude de Heisenberg, c'est simplement une propriété élémentaire des séries de Fourier, mais en même temps,
ça reste toujours absolument un mystère du point de vue physique. Donc, suivant ces relations, appliquées à divers couples de ce qu'on appelle des observables, donc les observables qui techniquement sont des opérateurs auto-adjoints, etc. Mais enfin, les observables, le mot dit bien ce qu'il veut dire. On observe quelque chose, on observe une position, on observe une vitesse, on observe le spin suivant une direction donnée, on observe une charge, enfin on observe toutes sortes de choses. Et il y a des couples d'observables, les observables sont représentés par des opérateurs, les opérateurs ne commutent pas toujours, donc souvent ne commutent pas, et quand ils ne commutent pas, on dit que les deux choses ne sont pas, enfin pas on dit, c'est un fait que les deux choses ne sont pas simultanément mesurables. Autrement dit, là ça pose un problème sur même l'idée de ce qu'est l'espace, de ce qu'est le point, etc. Donc, ce qu'ont retenu les mathématiciens, sans le retenir, parce que c'était des gens qui ne s'intéressaient pas vraiment à la mécanique quantique, sauf les Russes. Alors évidemment, en Russie, tout le monde connaît la mécanique quantique, tout mathématicien russe connaît la mécanique quantique. C'est juste impossible de penser qu'on est mathématicien sans connaître la mécanique quantique. Par contre, en France, ou enfin en Occident, c'est pas du tout pareil. Donc, les bourbakistes en particulier, mais Grothendieck aussi, Grothendieck s'est intéressé à la physique. Là, je suis bien placé pour le savoir parce que c'était dans les dernières années de sa vie et je m'étais fait passer pour un physicien et il avait tourné toute sa colère contre les physiciens. Ça, je ne savais pas, j'aurais jamais dû dire ça. Mais donc, auparavant, il ne s'intéressait pas à la physique, ni non plus Veil ne s'intéressait pas à la physique. Le seul qui s'intéressait à la physique dans Bourbaki, c'était Cartier. Et donc, sans s'intéresser à la physique, on s'intéressait aux faisceaux. Alors, j'ose à peine prononcer ce mot devant un grand spécialiste des faisceaux. Alors, qu'est-ce que c'est un faisceau? Avant de parler, il y a deux choses. Hein. Il y a les faisceaux et les topologies. Donc, il y a deux choses au sens où il y a une sorte de peut-être pas une double révolution, parce que ce qui est révolutionnaire, c'est peut-être, j'oserais dire peut-être aussi l'histoire de la topologie. Et des topologies de Grothendieck, j'en ai très peu parlé, mais je vais en parler un petit peu. Avant même de parler de topologie, de topologie de Grothendieck, on va se mettre dans une topologie ordinaire. Hein. Une topologie ordinaire, si je puis dire, c'est la topologie, j'allais dire de tout le monde, c'est la topologie qui dit que si vous avez je l'avais dit très rapidement l'an dernier, la dernière fois, le mois dernier, bon, si vous avez un espace X, vous avez, vous avez une famille d'ouverts qui forment ce qu'on appelle une tribu. Bon, et ce qui est un petit peu miraculeux, c'est que les axiomes sont extrêmement simples. Toute union d'ouverts est ouvert et toute intersection finie d'ouverts est ouverte. Le vide est ouvert, X est ouvert, et puis il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc la topologie générale, c'est quelque chose dont on a dégagé les axiomes un peu petit à petit, mais qui permet de faire énormément de choses. C'est ce qu'on peut retenir quand on faisait une maths sup il y a très longtemps. On commençait souvent par la topologie générale, parce que c'est extrêmement pauvre en axiomes, si on peut dire. On a besoin de presque rien savoir, et il est absolument étonnant de voir combien on peut faire de choses avec des axiomes qui ont l'air extrêmement pauvres. Alors, en attendant, vous prenez ça, comment dire, vous prenez X égale le tableau, un ouvert c'est un ouvert, c'est-à-dire c'est un petit disque c'est ouvert, un ouvert c'est un truc qui n'a pas de frontières, c'est-à-dire que quand vous avez c'est un truc qui n'a pas de frontières, et si U est ouvert, F égale, on va dire U, on va l'écrire comme ça, le complémentaire de U, par définition, est fermé. Il est fermé, c'est rien d'autre que le complémentaire des ouverts. Comment? Oui, pardon, non, U bar, c'est une très mauvaise notation. Non, parce que ça fait, on dirait effectivement l'adhérence de U, c'est pas du tout bien. C'est une notation de logicien, mais c'est pas une notation de... Dans X moins U, le complémentaire bêtement d'un ouvert est ouvert. Et fermé. C'est juste une définition. Maintenant,
Ça a l'air tout bête, sauf que... Enfin non, c'est pas tout bête, d'abord on a mis longtemps à décanter la chose. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que si vous prenez la logique associée à une topologie comme celle-ci, alors quand je dis la logique, ça veut dire tout simplement qu'à une propriété P, vous allez associer une partie, à une propriété P, vous allez associer une partie de X. C'est d'ailleurs l'ensemble des éléments de X qui vérifient cette propriété. Et à non P, alors, seulement non, pardon, à une propriété P, vous allez associer un ouvert de X. Donc vous allez vous débrouiller pour associer un ouvert de X. Et à non P, donc voilà, ça va s'appeler U, un ouvert de X. Et à non P, vous allez associer un ouvert de X aussi. Et qu'est-ce que ça peut être l'ouvert de X? Le seul que vous pouvez avoir, c'est que vous prenez le complémentaire, seulement le complémentaire n'est pas ouvert, il est fermé. Donc vous prenez l'intérieur du complémentaire. L'intérieur d'un ensemble, c'est tout simplement le plus grand ouvert contenu dans cet ensemble. Vous avez la définition. Et vous trouvez tout de suite que cette logique est intuitionniste au sens où elle ne vérifie pas le tiers exclu. C'est-à-dire que non P n'est pas toujours égal à P. Enfin, je dis il est différent, il peut être égal. C'est tout bête. Prenez le tableau. Si vous prenez le tableau, les ouverts, c'est les gens qui sont ouverts au sens banal du terme. Si vous prenez, si vous enlevez des petits, je sais pas, vous enlevez des lignes comme ça, ces machins-là, c'est des fermés, d'accord? Le complémentaire, l'ouvert, c'est le complémentaire de ces lignes. Le complémentaire du complémentaire, c'est les lignes. Mais l'intérieur des lignes, c'est vide. Donc, non P, c'est vide. Et non pas du tout P. Donc c'est tout bête. Mais c'est tout bête, mais c'est déjà de la logique intuitionniste. C'est-à-dire ça ne vérifie pas le tiers exclu. Donc c'est pour dire aussi que les gens ont tendance à dire que une logique qui ne vérifie pas le tiers exclu, c'est extrêmement exotique. Non, pas du tout. La logique la logique topologique au sens le plus de la topologie la plus simple, eh ben, elle est intuitionniste, presque par définition, elle ne vérifie pas le tiers exclu. Bon, alors maintenant, un faisceau, c'est quelque chose qui a tout ouvert U. Donc un faisceau, je le dis, c'est pas un cours sur les faisceaux, hein, c'est une chose très simple que je vais dire. C'est quelque chose qui a tout U, associe un F de U qui peut être, alors, peut être en gros, alors, on verra, ça peut être un ensemble. Et ça, c'est, alors, ça peut être un ensemble, ou ça peut être un groupe abélien, ou ça peut être, bon, je dis abélien parce que c'est... Alors, comme d'habitude, Grothendieck, il adorait dire qu'avant lui, personne ne s'était jamais penché assez bas. C'était une de ces choses. Ici, ça veut dire quoi, se pencher assez bas? Ça veut dire prendre la catégorie la plus pauvre, à savoir celle des ensembles. Avant Grothendieck, le Ray, puisque c'est l'inventeur des faisceaux, bon, après je vais dire quand même qu'il y a quand même des conditions là-dessus. Avant Grothendieck, le Ray avait défini les faisceaux, c'est l'inventeur des faisceaux, pendant la guerre, dans un off-lag. Et il avait, a priori, F de U, c'était plutôt un groupe abélien, un module, un anneau, quelque chose de commutatif. Bon, Grothendieck, comme d'habitude, a pris, en se penchant très bas, a dit, ben, on va prendre la chose la plus simple, c'est ça qui va nous permettre d'inventer les topos et autres, c'est on va prendre la catégorie la plus pauvre, à savoir celle des ensembles. Alors, qu'est-ce qu'il faut aussi quand même que ça, il faut quand même que ça vérifie quelque chose. Il faut quand même, quoi? Qu'est-ce qu'il faut? En gros, il faut que, si vous avez un V, vous avez un F de V, bah, vous avez U inter V, hein, et puis ici, le U inter V, alors oui, F de U, c'est l'ensemble des sections, ça s'appelle l'ensemble des sections du faisceau au-dessus de U, ou l'ensemble des sections au-dessus de V. Vous avez une opération de restriction, hein,
qui est transitive, bon, c'est-à-dire que si vous connaissez les sections au-dessus de U, vous les connaissez au-dessus de U inter V. Si vous connaissez les sections au-dessus de V, vous les connaissez aussi au-dessus de U inter V. Bon, ça serait quand même bien qu'elles coïncident. D'accord ? C'est quoi un faisceau? Alors un faisceau, c'est ça, c'est quelque chose qui a tout ouvert, associe un ensemble, et ça, c'est les sections du faisceau au-dessus de U. Ton voisin est... Toute question. Non, parce que Marie-Françoise Droit m'avait fait... Oui, voilà, c'est ça. Mais je vais encore... Il y avait l'espace, et au-dessus de chaque point, il y avait quelque chose. Alors les points, au-dessus d'un point, il y a une fibre. Oui, il faut se penser. Oui. Tout le monde se représente ça comme ça. Hein. Vous avez X, vous êtes obligé de... Bon, il n'y a pas beaucoup de dimensions. Hein. Et vous avez un U qui est comme ça, et puis au-dessus, on sera là. Voilà, c'est ça. Les gens se représentent les faisceaux techniquement comme des fibrés, comme des faisceaux localement libres. Mais il y a des faisceaux beaucoup plus bizarroïdes, en particulier les faisceaux, enfin pas bizarroïdes, des faisceaux d'ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des fibres qui ressemblent à ça. Mais enfin, ça ressemble à rien d'ailleurs. Mais en gros, il faut oublier les points. faut oublier les points, donc c'est... Dans un second temps. Dans un second temps. Oui, alors le point, c'est quoi? Le point, c'est quoi la fibre? C'est que tu as U, et puis tu peux rendre U de plus en plus petit. Et si tu prends U qui, si tu prends un X qui appartient à U, et puis tu prends tous les ouverts qui contiennent X, et puis tu fais converger entre guillemets vers X à un sens, tu obtiens la fibre au-dessus de... Tu obtiens, si tu veux, tu obtiens f de X. Alors, pour ça, il faut quand même des conditions. C'est f de U qui avec X dans U. Mais c'est pas vraiment un point, c'est pas vraiment un point au sens strict du terme. Si. Pardon? Ça ne devient pas un point au sens strict du terme, si. Si, ça peut devenir... Bah, regardez, si je prends un truc vraiment bête, je prends un point, et je prends vraiment les petits machins qui contiennent X. Oui. Bah, vous en avez qui sont aussi petits que vous voulez. D'accord? Donc après, il faut faire attention parce que il faut quand même compléter, enfin, des choses comme ça, mais en gros, si. La fibre, c'est quand même ce qui vit au-dessus du point. Ça, c'est... Attention, alors justement, là, on va aller vers les topologies protoniques. Là, c'est vraiment, dans le cas, j'allais dire, simple, relativement simple, où on est dans une topologie ordinaire. C'est déjà plus compliqué. Bon, Serre a écrit un article magnifique qui est bien connu sur le site de FAC, en 1955, qui était le début des faisceaux en géométrie algébrique. Alors, la topologie Zariski, c'est pas exactement celle-là, et donc c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ce qu'on appelle la topologie algébrique? Non. Autre chose. La topologie algébrique, c'est encore autre chose. J'en parlerai après parce que c'est la dernière polarité, c'est géométrie algébrique versus topologie algébrique. Ça, c'est... Non, ça, c'est simplement... Bon, les faisceaux, ça sert partout. Là, je vais faire un plagraphe. Ça existe partout. Ça existe, il y a des versions topologiques, des versions algébriques, des versions... Alors, ça sert partout grâce à la protonique, un petit peu. Alors, essayons d'aller un peu plus loin. Faisceau, c'est pas identique à fibre. Comment? Faisceau n'est pas identique à fibre. Non, un faisceau a des fibres, enfin, dans les bons cas, mais un faisceau, c'est la donnée de tous ces gens-là qui vérifient des axiomes très simples, c'est-à-dire que si vous prenez quelque chose si vous avez un U qui contient V, qui contient W, puis que vous restreignez, vous avez F de U, F de V, F de W, alors on vous donne des opérations de restriction. C'est normal, de U dans V, de V dans W, et puis ici vous en avez une grande qui va de U dans W, et puis évidemment celle-là, c'est la composée des deux. Bon, c'est un axiome, quoi. Donc il y a aussi très peu d'axiomes, et le F de U en question, c'est l'ensemble des sections au-dessus de U, et ça peut être, encore une fois, un objet dans n'importe quelle catégorie. Ça peut être un ensemble. Alors prenons les ensembles. Alors maintenant, comme j'avais dit, donc maintenant comme j'avais dit avant, mais on va essayer de conjoindre les deux. Comme j'avais dit la dernière fois, je vous avais dit, donc maintenant,
on oublie les faisceaux en attendant, oublions les faisceaux, et prenons et faisons le saut vers les topologies Grothendieck. D'une part, vous avez un faisceau. Pour avoir un faisceau, il faut une topologie. Hein, parce que je vous ai dit, il y a des ouverts, etc. Maintenant, Grothendieck va changer la topologie. Donc c'est une manière extrêmement... il faut se pencher très bas. Et là, encore une fois, il y a un vrai parallèle avec Einstein. Le parallèle avec Einstein, c'est que il y avait l'électrodynamique des corps en mouvement, il y avait Lorentz, il y avait Poincaré, et puis Einstein a dit on va se pencher encore plus bas, on ne va pas faire d'électrodynamique, rien du tout, on va faire de la cinématique, on va se demander qu'est-ce qu'il en est de l'espace et du temps. Ça c'est un vrai parallèle. C'est-à-dire que le génie, là, consiste à dire on dépouille tout. Alors, en l'occurrence, pour Einstein, c'était on oublie l'électrodynamique des corps en mouvement, puisque ça s'appelait comme ça. Le problème, c'était l'électrodynamique. Comme on disait, il y avait deux grands problèmes, le corps noir, la catastrophe ultraviolette, et l'électrodynamique des corps en mouvement. Très connu que l'un donnait la relativité, l'autre les quanta. C'était quand même deux problèmes sérieux. Et donc, ce qu'a fait Einstein, qui est quand même extraordinaire, c'est de dire, on se penche très bas, on oublie tout, on oublie les autres. Grothendieck a fait, de ce point de vue-là, un peu la même chose. On oublie tout. On oublie même les faisceaux. Parce que les faisceaux, c'est un outil effectivement très très utile, et qui reste très très utile, et qui reste même indispensable, qui est en fait un peu l'idée de ce que je vous avais dit quand on mesure des choses. Hein. Vous mesurez, mais vous pouvez mesurer n'importe quoi. Après, il y a la cosmologie de faisceaux, après, il y a des tas d'autres choses qui reviennent, mais vous pouvez mesurer en attendant n'importe quoi. Je disais l'altitude, la pression, c'est un peu exagéré, mais, parce que bon, c'est quand même des maths, là, mais c'est ça. Maintenant, avant de mesurer, vous mesurez localement. Et ce qu'a fait Grothendieck, c'est de se pencher très bas et dire qu'est-ce que ça veut dire localement. Alors, localement, ça voulait dire depuis des siècles, voire des millénaires, ce que ça veut dire pour tout le monde. C'est-à-dire, voilà, plus vous êtes prêts, voilà. Et là, il faut vraiment insister là-dessus, parce que c'est tellement évident. Husserl parlait beaucoup de méréologie, de parties, etc. Tout à coup, on va faire un grand saut. Bon, le grand saut, je vous avais dit l'an dernier, c'est toujours l'an dernier, non, le mois dernier, je vous avais dit que le grand saut, je redis, le grand saut, qui est une espèce de dynamisation, ça c'est quand même très joli, de la notion d'inclusion, c'est que vous avez un U qui est inclus dans X, et puis, tout à coup, pas tout à coup, mais vous décidez que l'inclusion est plutôt que d'être quelque chose de statique, qu'elle devient quelque chose de dynamique, vous avez ce qu'on appelle une immersion ouverte. Bon, mais c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que j'ai mis une flèche. Et puis ensuite, vous enlevez la flèche. Alors, je répète, qu'est-ce que ça veut dire? Puis après, on va faire le premier exercice. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'au départ, vous n'aviez pas de choix, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme pour tout le monde, U inclus dans X, c'est ce qui est là, X c'est le tableau, U c'est ça, et puis voilà. U est inclus dans X. Et puis tout à coup, et puis U est ouvert. Et puis, vous avez l'idée que U, il est là, mais il n'est pas dans le tableau. Il est là, et il s'inclut dans X. D'accord? Il faut le voir comme ça. C'est la même chose. Hein. Mais vous regardez U et puis vous dites, vous l'envoyez dans le tableau, si je puis dire. C'est le même U. Donc il ne se passe rien. C'est ça. Ou ça. Et puis, ici, vous faites la même chose, mais vous oubliez que c'est une inclusion. Alors techniquement, alors ensuite, ici, la différence entre ici et ici, c'est que vous avez une inclusion. Ici, vous avez techniquement ce qu'on appelle une immersion ouverte, mais c'est un peu la même chose. Et puis ici, vous avez plein de choses. Ici, vous avez une application qui est une application étale, plate, ouverte, etc.
il se trouve qu'en plus, une immersion ouverte, c'est une application étale particulière. Bien sûr. Donc c'est un cas particulier de ça, où vous avez une immersion ouverte. Mais ici, vous pouvez avoir plein d'autres choses. Et une topologie grothendieck, c'est quand vous vous donnez ici des flèches. Alors, ça s'appelle un crible, ça s'appelle... Mais vous voyez que vous avez un point de vue. En fait, vous avez un point de vue sur X. C'est plus une partie de X, c'est un point de vue. Alors, j'ai mis point, évidemment point, parce que, comme on disait, les ouverts, ça devient des points. Quand on dit shrink, quand on les hute. Ah oui, quand on les ratatine, quoi. Et là, vous avez une flèche, et la flèche peut être n'importe quoi. Alors, non, pas n'importe quoi, pas du tout n'importe quoi, excusez-moi. Ça peut être, c'est là où précisément, là, il y a des milliers de pages écrites, ça peut être plat, lisse, etc. Et là, dans les EGA. Alors, ça peut être étal. Il faut dire que, comme très souvent, Serre n'est pas pour rien dans cette histoire. Ça vient un petit peu d'un papier de Serre, de 56, dans un livre que j'ai, mais j'ai oublié de l'apporter, qui est extraordinaire, qui est un livre de topologie algébrique, pour le coup, en l'honneur de Urevich, qui venait de mourir. C'est un congrès à Mexico, où il y a tous les grands noms de la topologie algébrique sont là, et Serre fait un exposé sur où il aimerait trouver les homologies de Weil, la question, on sait que c'est compliqué. Et en fait, ça vient pas mal, et enfin, il faut le dire, hein, que pas mal des idées de Grothendieck viennent de quelque chose chez Serre qui est de l'ordre qui lui donne l'idée. Il y a des revêtements isotriviaux, et bon, ça lui donne l'idée de la topologie étale, puis ça lui donne l'idée de tout. Alors, bon, maintenant, premier exercice, et la chose qui est extraordinaire, c'est qu'est-ce que ça veut dire que U inter V? Alors, ça c'est le diagramme grothendieckien par excellence. Il n'y a qu'un seul diagramme grothendieck. On le trouve dans tous les, on le met dans toutes les sauces. C'est simplement un diagramme qui est ça. Bon, et alors, après on va le tourner un peu autrement. Vous avez U qui va dans X. Alors il ne va pas dedans forcément, hein, pardon. Je dis U inter V, mais en attendant, on revient là. On a deux applications, de U vers X et V vers X. Et puis ici, on a ce qu'on appelle le produit des deux. Alors, le produit des deux, alors, ça c'est le diagramme grothendieckien, sauf qu'on on peut le tourner dans tous les sens. Ça peut s'appeler un diagramme de, je dirais très rapidement, ça peut s'appeler un diagramme de changement de base, ça peut s'appeler plein de choses. Il suffit de le retourner un petit peu, d'un quart de tour. Restons comme ça. Qu'est-ce que c'est ici le produit fibré de U et V? C'est ça, c'est un objet qui est là, qu'on cherche, tel que si je prends un objet, si je prends Y et que j'ai des flèches comme ça, alors ça se factorise de manière unique à travers cet objet. Alors, je vous laisse voir, c'est extrêmement simple, que si ça c'est juste des inclusions, ça c'est juste U inter V. Tout bêtement. Ça c'est très 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 important. C'est très simple et très important. C'est-à-dire que alors, d'une certaine manière, c'est presque évident. C'est-à-dire que si vous allez comme ça, et que vous allez comme ça, vous obtenez le même résultat, il faut bien que ces deux flèches coïncident sur U inter V. Donc, regardez ce diagramme et puis réfléchissez-y, parce que c'est presque le plus important. Non, c'est peut-être pas le plus important, mais c'est très important. C'est que le produit fibré, alors ça se dit, le produit fibré dans la catégorie des ensembles, j'allais dire des immersions ouvertes si on veut, c'est l'intersection. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, c'est toujours pareil avec Grothendieck, on oublie tout.
Et ça lui a communiqué tout. On ne dit pas que c'est une immersion ouverte, etc. On dit que c'est des machins, des applications, état, lisse, plat, tout ce que vous voulez. Et puis que ici, ben, il y a quelque chose. Ben, je veux dire, ça s'appelle tautologiquement le produit de UV, mais il faut montrer que ça existe. Hein. La grande vertu de ces applications. Alors, ces applications, une de leurs grandes vertus, la première vertu, c'est que le produit existe. C'est-à-dire que si vous prenez quelque chose comme ça et quelque chose comme ça, eh ben, il y aura quelque chose ici qui est produit. Des deux. C'est le produit ou l'intersection? Le produit au-dessus de X. Le produit au-dessus de X. Oui, Le mettre au-dessus de X. oui, mettre comme ça. Non, c'est pas l'intersection, ça s'appelle le produit. On dit, enfin ça c'est un mot. Oui, pardon, c'est pas très joli parce que c'est pas le produit au sens comme ça, c'est le produit au-dessus de X. Ouais. Non, c'est pas le produit cartésien de U fois V, c'est le produit de U et V au-dessus de X. Au sens catégorique. Voilà, au sens catégorique, comme ça, voilà, comme ça, écrit comme ça. Il faut montrer que ça existe. Solution du problème universel. Voilà, c'est la solution du problème universel, qui est un peu écrit là. Et c'est très important, puisque c'est ce qui fait, par exemple, que vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas rendre n'importe quoi. Vous ne pouvez pas prendre une application qui est trop bizarroïde, enfin, pas trop bizarroïde, mais si vous prenez n'importe quoi, il y a des chances que le produit n'existe pas, simplement. S'il n'existe pas, c'est pas bien. Il peut y en avoir plusieurs. Non, non, ils sont tous alors, isomorphes, uniquement isomorphes. Unique à isomorphisme. Enfin, évidemment, vous en avez plusieurs, mais ah oui, c'est aussi une grande leçon et une grande école sur l'égalité. C'est pas l'égalité à l'école, c'est que l'égalité ne veut pas dire grand-chose. Il y a des égalités, il y a des isomorphismes, il y a des égalités à isomorphisme unique près. Il y a des égalités à isomorphisme non unique près, ça c'est très important, parce que moi je travaille plutôt là-dessus. Des gens qui sont tous égaux, tous isomorphes. Tu peux prendre un exemple simple, tu prends oui. deux pommes. Tu prends deux pommes. L'ensemble d'une pomme et d'une autre pomme, il y a un isomorphisme unique. Maintenant tu prends deux pommes et deux pommes, il y a deux isomorphismes. Oui, voilà. Mais tu prends papa et maman, il y a plusieurs enfants. Non, c'est ça qu'on... Non, c'est autre chose. Non, c'est vraiment autre chose. Ça c'est la vérité. Oui, voilà, c'est ce qu'il dit. Il y a l'isomorphisme, puis il y a l'isomorphisme unique près. Comme s'il y a deux pommes, ben, en fait, on a plusieurs possibilités. Donc ici, c'est unique à isomorphisme près, mais à isomorphisme non unique. Non, à isomorphisme unique près. Donc c'est ce qu'on fait de mieux. On ne peut pas vous vendre mieux. C'est-à-dire que l'égalité s'appelle être isomorphe à isomorphisme unique près. C'est ce qu'il y a de plus égal. Après, il y a des choses qui sont beaucoup moins égales. Tu peux faire des seins avec un ensemble de deux éléments. Oui, un ensemble un ensemble à deux éléments. Vous pouvez envoyer l'un sur ça ou vous pouvez faire ça. Vous pouvez les croiser déjà. Mais enfin, ça c'est très simple. Donc les ensembles, ça est isomorphe à ça, si vous voulez, mais il y a au moins, combinatoirement, il y a simplement deux façons de le faire. Mais il y a beaucoup plus compliqué que ça. On peut faire un petit tour, on voit qu'est-ce que donne le quart de tour. Alors, oui. Alors, le quart de tour. Alors, je vous ai dit, oui. Alors, non seulement on fait un quart de tour, mais alors on change les lettres. Pas beaucoup, hein, je veux dire. Ça coûte pas cher. Parce que un grand slogan de Grothendieck, c'est tout est relatif. Bon, n'y voyez aucune ressemblance avec un slogan ayant déjà été émis, parce qu'au fond, c'est pas la même chose quand même. Alors, tout est relatif, ça veut dire, je fais ça. Il adorait écrire comme ça. X et S, c'est très traditionnel. Ça veut dire quoi? Alors, il faut regarder ça complètement différemment, mais d'une certaine manière, on fait toujours la même chose. Voilà, je vais faire ça. Vous voyez, j'ai tourné la chose. J'ai tourné la chose, et puis j'ai mis d'autres lettres. Mais c'est quand même la même chose. Et puis ici, je vais mettre quelque chose, et puis je vais appeler exprime, et puis on va voir ce que c'est. Mais c'est le même diagramme, d'une certaine manière. Hein. Enfin, pas d'une certaine manière, c'est le même diagramme.
Et c'est toujours le produit. Alors, ici, tout est... C'est ça qui est aussi bizarre. C'est que tout est dans la façon de regarder. Vous avez... Qu'est-ce que ça veut dire x est au-dessus de s? Vous imaginez quelque chose de très différent d'avant. Vous imaginez... Moi, je réponds à votre question, hein, mais après, on reviendra au faisceau quand même, en topologie contenu. X au-dessus de S, ça veut dire que ici, vous vous imaginez, comme disait Nathalie, vous imaginez que vous avez une base, S, alors vous avez des points, alors je vais le dire de manière très naïve. Vous avez S, c'est un ensemble, enfin c'est un espace topologique. Reprenez un espace bête, enfin, topologie ordinaire. Il a des points, petit s, puis au-dessus de chaque petit point, à point, vous avez un XS. XS, c'est la fibre. Mais c'est pas un... Alors, ça peut s'appeler un faisceau aussi, hein, c'est un faisceau. Mais en attendant, vous pouvez y penser comme des vrais espaces. Au-dessus d'un point petit s, vous avez quelque chose. XS, vous avez un truc. Et puis ce XS, il varie. Donc, c'est des ensembles variables. C'est un ensemble, vous avez un X qui varie quand S varie dans S. Donc ça, on appelle ça la base. Et Grothendieck disait qu'il fallait toujours penser qu'il y avait, quand le slogan tout est relatif, ça veut dire qu'on ne pense pas à un X tout seul, mais on pense toujours à un X au-dessus d'une base. La base la plus bébête, c'est si c'est un point. Alors quand on fait la géométrie algébrique, ça s'appelle le spectre d'un corps algébriquement clos, mais ça n'a pas d'importance. C'est un point. Alors, évidemment, vous pouvez toujours mettre un point. Vous ne pouvez pas varier. Si S se trouvait être juste un point, il n'y a rien à faire. X et X, vous n'avez rien rajouté. Alors le point, il peut aussi avoir comment on appelle ça, des dénominations très chic, comme l'élément terminal d'une catégorie, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, c'est un point. C'est un point, s'il est au-dessus d'un point, c'est X. Quoi. Mais il ne faut pas, il faut, de manière plus générale, vous avez S, c'est une base, et puis vous avez un ensemble de X qui varie. Alors, vous faire très attention ici que là, il y a une flèche, et il y a un certain Serre qui a dit que ce qui était bien, c'est quand cette flèche était plate. Alors, il a inventé la platitude dans je crois, dans l'appendice de fac. Non, parce que je tiens quand même à dire qu'en dessous, il y a souvent du Serre. Et même si ce que je raconte, c'est quand même pas mal du Grothendieck, c'est beaucoup du Grothendieck au sens où il y a une vision qui est incroyable. C'est comme, vous pourriez dire la même chose entre Einstein et d'autres physiciens. Il y a quand même souvent un truc de Serre au-dessous. Au-dessus, là, ici, c'est Serre qui a expliqué que ici, parce que normalement, il ne faut pas que cet ensemble varie n'importe comment. Enfin, mais il faut quand même que ce soit un tout petit peu contrôlé. Et c'est Serre qui a expliqué que ici, si cette flèche est plate, c'est formidable. Et ça, c'est très compliqué. Je veux dire, je ne prétends pas avoir compris. Il y avait quelqu'un qui avait très très bien compris, qui s'appelle Michel Reynaud, qui est décédé. Et si vous voulez vraiment comprendre la platitude, là je m'adresse plutôt aux mathématiciens, Léla avait édité un livre qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, Portrait mathématique de Grothendieck. Dedans, il y a un article de Michel Reynaud, qui n'aimait pas beaucoup parler de lui-même, donc il parle de la platitude. Et c'est un article remarquable, parce qu'il essaie d'expliquer ce que c'est que la platitude. Et la platitude, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. C'est quelle année, s'il vous plaît? L'invention de l'introduction de Serre, c'est 55. L'ouvrage, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est en anglais. Hein. Oui. Ça s'appelle Grothendieck, A Mathematical Portrait. Je recommande ça plutôt quand même aux mathématiciens, parce que ce livre a été fait avec des souvenirs de mathématiciens qui très souvent, et c'est des mathématiciens connus, qui très souvent racontent une chose que leur a apprise Grothendieck, ou qu'ils ont cru comprendre, ou qu'ils ont compris, ou qu'ils ont eu toute leur vie à comprendre. Parce que ça, il faut aussi dire ça sur les mathématiques, en général, les gens ils comprennent une ou deux choses. Ou du moins ça fait entièrement ce qui... Tout le reste, c'est... Enfin, sauf exception, sauf Serre, sauf exception, les mathématiciens en général ils comprennent une chose. C'est très dur à comprendre une chose. Ça suffit, les peintres aussi, les musiciens aussi, tout le monde comprend.
au maximum une chose. Enfin, c'est entre 0 et 1. Quelques génies en comprennent plus, mais enfin, c'est très très rare. Et donc si vous comprenez une chose, donc par exemple Raynaud, ce qu'il comprend vraiment c'est la latitude. Mumford, ce qu'il comprend vraiment c'est, je sais plus, autre chose quoi. Mais il y a aussi un article de Mumford. Et ce qui est quand même très très beau, c'est que les gens, Wartin, et les gens essayent, ici, c'est des gens qui sont assez connus comme mathématiciens, et qui essayent de vous raconter souvent une chose, ce qu'ils ont vraiment compris. Et souvent, ben voilà quoi. Donc je continue ici. Ici, ça s'appelle le diagramme du changement de base, parce qu'imaginez que vous ayez un esprit. D'accord? Et ici, vous imaginez que vous avez une espèce de force qui vous tire par là. Donc vous avez ça, c'est plus du tout comme avant. Avant, j'avais ce diagramme-là. Ce diagramme-là, il est plutôt... Mais c'est le même, hein. C'est ça qui est drôle. C'est le même. Ici, vous voyez, ici, x', c'est rien d'autre que x croix S' au-dessus de S. Donc c'est le même. Mais ici, ici il est plus, je ne sais pas comment dire, il est plus symétrique, simplement. Et ici, vous imaginez que vous avez ça, et d'un autre côté, vous avez ça, qui est le changement de base proprement dit, c'est-à-dire que vous avez un S' qui est une nouvelle base. Alors par exemple, si vous voulez prendre une fibre, S' c'est égal, de manière un peu naïve, c'est égal un point. Si je prends S' égale un point, je mets les points ici, là. Ce que je trouve ici, c'est XS, justement. Donc si vous voulez, la fibre, c'est le changement de base au-dessus d'un point. C'est un peu naïf, ce que je dis, parce que c'est vrai, là, comme ça, mais on ne peut pas toujours le dire de manière aussi simple. Mais ce qui est pareil, c'est de savoir si ce truc-là existe. Si ce truc-là existe, c'est le changement de base, quoi. Donc vous pouvez en retirer plein d'informations si ici vous en retirez la fibre, mais S' pourrait être par exemple, ça pourrait être au contraire surjectif, ça veut dire vous pourriez par exemple imaginer ça comme une hélice au-dessus de ça, ce qu'on appelle un revêtement, quoi. C'est-à-dire quelque chose où au-dessus d'un point de S, il y a plusieurs points de S'. Et vous essayez de décortiquer X en quelque sorte. Donc j'ai juste tourné d'un quart de tour, mais l'histoire est complètement différente dans un certain sens. Sauf que c'est la même chose. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui cause. Thierry, ce serait bien de... Je m'excuse, mais il faut enlever le micro. Donc voilà. Alors maintenant, juste pour revenir au faisceau. Alors donc, une topologie grothendieck, c'est... décidément, j'arrive jamais à dépasser le deuxième paragraphe, et encore. Mais pour revenir aux topologies grothendieck, d'abord, les topologies grothendieck, oui, c'est ce que j'ai un peu effacé, indépendamment. Je peux t'interrompre. Vas-y, Peut-être plus dire à quoi servent quel est l'objet des faisceaux. Vas-y, dis-le. Alors, j'y reviens en faisceau, mais dis-le. C'est le passage du local au global, ou du global au local. Tout à fait. On a des informations locales et on veut une information globale. Oui, ça c'est de la topologie algébrique. Par exemple, on se résout localement une équation, on demande est-ce qu'on peut la résoudre globalement. Voilà. Etc. Donc les faisceaux, c'est l'outil mathématique pour la dichotomie local-global. Pas toujours local vers global, ça peut être global vers local aussi. D'accord, oui. Donc, finalement. Mais ce que je veux dire, oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que les mathématiciens, bien avant largement avant l'invention des topologies grothendieck, se sont posé la question précisément de la dialectique locale-globale, qui est beaucoup plus riche, si je puis me permettre, que tout ce que raconte Husserl sur la méréologie, etc. Rien à voir. Parce que ça, c'est de la topologie algébrique, dans un certain sens. C'est-à-dire que les mathématiciens, ils aiment bien quand localement, entre guillemets, il ne se passe rien. Donc les objets sont souvent localement triviaux. Même localement,
il ne se passe pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que veut dire localement? C'est là où, justement, Grothendieck était intervenu, parce que localement a changé de sens avec Grothendieck, mais avant même de changer de sens, localement au sens bête, enfin au sens de tout le monde, on va dire, au sens de la topologie générale, localement il ne se passe rien, veut dire il y a un ouvert assez petit sur lequel, entre guillemets, il ne se passe rien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut par exemple dire que toutes les fibres d'un faisceau sont les mêmes. Je peux donner un exemple? Oui, donne-moi. Vas-y. Tout le monde connaît, c'est la bande de Möbius. Oui, Localement, il y a une droite et une gauche. oui, c'est plein de psychanalystes, alors là c'est très bien. Si on fait un tour sur la bande de Möbius, la droite est devenue gauche, la gauche est devenue droite. Voilà, Il n'y a pas d'orientation globale. une variété localement orientable. Localement, il ne se passe rien. d'orientation. Localement, il y a toujours... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que localement, vous avez toujours des bases, comme on dit, orthonormées, enfin pas ortho, machin. Et puis voilà, il ne se passe rien. Maintenant, savoir si c'est orientable ou pas. Alors après, il y a toute une théorie incroyable. Un magnifique livre d'ailleurs de Stashev qui s'appelle Characteristic Classes. C'est la théorie des classes caractéristiques. Et ça, c'est de la topologie algébrique plus qu'autre chose, qui vous dit qu'est-ce qui se passe globalement. Alors là, on a inventé plein de choses. On a inventé le groupe fondamental, on a inventé l'homotopie, on a inventé la cohomologie, on a inventé les classes caractéristiques, on a inventé... Je dois dire quand même que tout ça a été fait largement avant tout ce qu'on veut, hein. Avant... Les faisceaux rendent compte de tout ça. Alors, les faisceaux... Absolument, les faisceaux. Je veux dire, et ça va aussi dans l'autre sens, par exemple. Donne-nous un exemple Dans l'autre sens, c'est le contraire. Oui, c'est vrai. L'orientation, il n'y a pas d'orientation globale, mais il y en a localement. Les fonctionnements sur la sphère de Riemann, il y en a localement, il n'y en a pas globalement. Voilà. Oui. Tout à fait. Donc tout ça a été inventé, au cours je sais pas, le livre quand même qui reste très très beau, qui s'appelle Characteristic Classes, qui est, je sais pas, 55, chose comme ça. Et déjà en 55, c'était extraordinairement développé tout ça. Hein. C'est pas. Alors évidemment, il y avait la guerre froide, donc il y avait un peu il y avait des versions russes et des versions américaines qui étaient où les gens ne se comprenaient pas toujours très très bien parce qu'ils ne s'étaient jamais vus, ce qui n'aidait pas. Mais toujours est-il que bon, il y avait beaucoup de choses. Donc, et effectivement, les faisceaux ça contient tout de ce point de vue-là. Les faisceaux, enfin, ça contient tout. Après, il ne faut pas de la cohomologie de faisceaux, il faut faire des tas de trucs. Hein. C'est pas gratuit. Il y a énormément de mathématiques. Mais les faisceaux sont un outil pour passer du local au global et, comme dit Pierre, parfois du global au local. Mais en général, alors oui, c'est peut-être exagéré de dire que localement il ne se passe rien, parce que localement les fonctions analytiques c'est très compliqué, mais c'est souvent quand même, les gens pensent à ce qu'on appelle les fibrés vectoriels, les faisceaux localement libres, mais là il ne se passe rien localement, comme les faisceaux d'orientation, et puis globalement il peut se passer quelque chose. Alors maintenant, juste pour quand même, avant de s'arrêter un peu, et je suis toujours qu'à la deuxième, au deuxième paragraphe, eh ben, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous pouvez refaire tout ce qu'on a dit, voilà, bon, c'est l'exercice, il y a juste quelques milliers de pages à écrire, en prenant les faisceaux d'un côté et les topologies grothendieck de l'autre. Parce que maintenant, rien ne vous empêche de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'à un U, vous associez un F de U, mais simplement, c'est plus pour la topologie ordinaire, c'est un faisceau, si vous voulez, à chaque U dans X, vous associez un F de U, et puis après, il y a des tas enfin pas des tas, non, il y a quelques axiomes qui disent que c'est bien un faisceau. Oui, c'est un préfaisceau, c'est pas un faisceau. J'ai pas, oui, bon, il y a plein de mots, j'ai pas. Oui, il faut effectivement, comment dire, on a des recouvrements, c'est-à-dire que quand vous avez des U dans X, alors vous avez des... Alors si vous êtes
si vous êtes Grothendieck, vous dites, alors vous avez des I, des UI, avec des I dans I, donc c'est une famille de gens, et puis vous demandez ce que soit un recouvrement, c'est-à-dire comment dire, que l'union de toutes les images, ça fasse X, ça recouvre X, au sens même ordinaire du terme. Si en plus vous êtes Grothendieck, vous notez U égale l'union des UI, et comme ça vous n'avez qu'un seul U. Mais bon, parce que Grothendieck, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que c'est toujours plus abstrait. Vous allez toujours... Bon, on vous dit il y a plein de UI, etc. Mais pourquoi en prendre un seul? Il ne sera pas connexe, ok, mais c'est pas grave. Mais enfin bon, quand même on y pense en disant qu'il y a des petites choses qui sont éventuellement très grandes en fait, avec une famille là, indexée par quelque chose, I, qui souvent est dénombrable, mais pourrait aussi ne pas l'être. Et puis vous demandez quand même que ça recouvre X, c'est-à-dire que l'union des images fasse X. Et puis il y a une différence entre les faisceaux, les préfaisceaux, mais bon, ce qui, disons, c'est pas la peine de, on va peut-être pas rentrer là-dedans. Encore une, j'écris peut-être le titre de Chief in Geometry and Logic. Ça, je dis pas du tout que c'est pas la meilleure, introduction au faisceau. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout simple. C'est long et c'est une introduction très très particulière. La meilleure introduction au faisceau, c'est peut-être, je ne sais pas si je suis d'accord, mais ça reste peut-être le livre de Godement qui s'appelle Sur les faisceaux. Ou le livre d'un certain Pierre Chapira, je m'excuse, si vous voulez faire de la géométrie complexe ou de la géométrie algébrique complexe, disons. Le mien, il a un avantage, c'est qu'il est en ligne. Oui, il est piraté? Non, c'est pas joué. Ah, il est sur, oui. Il est sur sa page web. Donc vous n'avez même pas besoin de l'acheter. Mais enfin bon, ça c'est quand même vraiment plus pour mathématiciens. Ça c'est évidemment pour mathématiciens, mais ça a l'avantage que, comme je vous disais l'autre fois, ça fait 600 pages. Et d'abord, bon, c'est piraté, vous ne les achetez pas. Et puis vous ne lisez surtout pas les 600 pages. Vous lisez chapitre 0 et 20 pages du chapitre 1, même pas. Et en 30 pages, vous avez déjà quelque chose qui vous permet de comprendre tout ce qui est en rapport avec les topos du point... Beaucoup, enfin, énormément plus que dans le livre de Kohn et Gauthier-Lafaille, c'est même pas comparable. Non, mais c'est bon, je pourrais dire encore du mal de ce livre autrement, mais du point de vue mathématique, c'était pas le but non plus. Il y a beaucoup de mal à dire de ce livre, mais là, en l'occurrence, c'est pas... Godement, c'est quelle année, s'il vous plaît? Oh, 57. ouais, c'est toutes les mêmes années, hein, 57. 57. Mais c'est extraordinaire, hein, parce que on a toujours tout compris beaucoup plus bien avant ce qu'on croit. Oui, ça doit être 57, un truc comme ça. Mais oui, parce que Grothendieck, il a appris les faisceaux là-dedans. Après, il y a Cartan, Heilenberg, mais il ne s'est pas faisceautique. Et puis il y a Chapira, Kashiwara Chapira. Ah, mais bon, puisque tu parles, j'ai fait des cours là-dessus, et c'est Oui. sur ma page, Oui. sur ma page web, c'est des cours Oui, de non, production, bien c'est sûr, non, mais bien sûr, non, mais si vous vouliez vraiment, mais je pense que c'est pas le but ici, apprendre vraiment les faisceaux, comme les mathématiciens le font, bon, il y a 36 endroits, enfin, 36 endroits, il n'y a pas qui sont si bons que ça, mais il y a d'autres endroits. Mais si je conseille ça, c'est simplement parce que si vous voulez, en tant que, entre guillemets, non-mathématicien, voir de quoi il s'agit, et qu'en plus, se rendre compte que les topos, on est tout près, alors, j'ai même pas dit le mot topos, maintenant je vous le dis, les topos de Grothendieck, un topos de Grothendieck, c'est simplement, c'est la catégorie des faisceaux pour une topologie de Grothendieck sur un X, sur un espace X. Alors, disons qu'un topos, c'est f de x. Enfin, c'est la catégorie des faisceaux sur x. Peut-être la catégorie opposée, en fait. Donc, alors, juste l'histoire. Grothendieck a inventé les topos comme ça. Alors, une fois que vous avez dit ça, tiens, alors essayons de faire peut-être pas de la philo, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, premièrement, vous avez oublié complètement les points de X, puisque vous avez pris une topologie, vous avez pris toutes les topologies de Grothendieck sur X, qui d'une certaine manière oublient les points. Vous avez pris tous les faisceaux. C'est une catégorie, bon, il faut le vérifier, avec des morphismes. Et puis, c'est ça le topos. D'une certaine manière, vous avez oublié X. Carrément, hein, ce truc-là, ça s'appelle T, alors, c'est un topos. X, il est bien loin, les points de X, ils sont bien loin dans un certain sens. Alors, il y a un théorème de Giraud, qui est très important. Giraud, ça s'écrit, Jean Giraud, s'écrit comme ça se prononce, comme ça. Un théorème de Jean Giraud qui vous dit que moyennant quelques axiomes, vous pouvez reconstituer X, c'est-à-dire qu'il y a des axiomes pour les topos de Grothendieck. Attention, c'est les topos de Grothendieck. Et que si vous avez quelques axiomes, si on vous donne un topos de Grothendieck, c'est l'inverse. Si on vous donne un topos de Grothendieck, ça vous permet de reconstituer X. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un topos de Grothendieck? Je viens de vous le dire, mais non, je vous ai dit en commençant par X. Mais il y a une façon de le dire sans commencer par X. C'est-à-dire qu'il y a des axiomes purement catégoriques qui sont donnés par Giraud, qui disent, si vous avez un objet comme ça, en fait, vous connaissez X. Vous connaissez les points et vous connaissez X. Est-ce qu'on peut comprendre en lisant Récolte aux semailles où il faut lire au-delà? Non, il faut par contre pas lire au-delà de... Non, il faut lire au-delà au sens où c'est pas assez technique, Récolte et semailles. Mais même si, je sais pas, à un moment il peut le citer. Il y a mais... des parties un peu plus mathématiques. Même non, je pense. Non, il n'en parle pas parce que c'est fait. Lui, dans les parties les plus mathématiques, alors là, quand Grothendieck commence à parler de maths, là, ça devient vraiment salé. Mais non, dans Sheaves and Geometry and Logic, oui, ça y est, bien sûr, ça y est. Oui, je peux dire un mot? Vas-y. L'idée des topos, c'est est-ce qu'on peut retrouver X à partir de la catégorie des faisceaux sur X. Absolument, c'est ce que je dis, voilà. Et derrière ça, il y a un type qui a fait une idée quand même qui remonte au moins à Gelfand, sur l'algèbre de Banach. On a l'algèbre de Banach des fonctions continues sur un compact, oui. Et il retrouve le compact à partir de l'algèbre de Banach. Oui. C'est déjà une idée qui est... Gelfand, oui. Gelfand avait l'idée de... si on veut de retrouver le spectre, c'est le spectre en fait, c'est le début d'un spectre. Obligé en géométrie algébrique. Oui, voilà. Retrouver l'espace à partir des fonctions. Retrouver l'espace à partir des fonctions sur l'espace. Alors là, c'est retrouver l'espace à partir des faisceaux sur l'espace, et en plus, c'est des faisceaux pour des topologies éventuellement de Grothendieck. Donc on met un peu tout ensemble. Je vais quand même dire le lemme de Yoneda aussi. Le lemme de Yoneda dit un peu ça aussi. Il dit que si vous avez X, d'accord, vous pouvez regarder les morphismes, tous les morphismes à Y, à n'importe quel Y, vous associez les morphismes de Y dans X. Ça c'est vraiment, on peut dire, donc c'est des flèches comme ça. Donc, d'une certaine manière, vous dites, regardez tous les points de vue de Y sur X. Alors, ça aussi, c'est des idées assez extraordinaires de Grothendieck, parce que le lemme de Yoneda dit que si vous faites ça, dans un environnement très général, en fait, alors vous allez, si on vous donne ça c'est un foncteur, en fait. Ça, c'est un foncteur. Et si on vous donne ce foncteur, alors vous connaissez X. Mais Grothendieck, il vous dit, mais ça s'appelle un foncteur représentable. Et en fait, c'est un foncteur représenté, puisque c'est un foncteur, le représenté, c'est X, qui est représenté par X. Et après, il y a tout un truc encore. Donc, il faut voir que quand on se met là-dedans, il y a... Grothendieck dit des choses souvent, comme il dit, il se penche très bas, mais qui sont quand même extraordinaires. C'est-à-dire qu'un espace n'est plus un espace, mais la représentation d'un foncteur. C'est un foncteur représentable qui se trouve être représenté. Donc, voilà, il y a... donc c'est pareil, c'est un peu pareil, les topos, c'est ça. Alors après, pour aller vers la logique, il y a quelqu'un d'autre, William Lanphier, qui a un petit peu généralisé les topos de Grothendieck.
qui a un petit peu affaibli les axiomes de Giraud, et ça s'appelle des topos élémentaires. Et ces topos-là ne sont pas... Il y a même une condition pour qu'un topos au sens de Lovier soit un topos au sens de Grothendieck. C'est-à-dire que les topos au sens de Lovier ne sont pas tous des équivalents à une catégorie de faisceaux sur un espace. Voilà. Donc, et à ce moment-là, Lovier qui est, pardon, pas décédé, qui est âgé mais il n'est pas décédé. Si, il est décédé. Il est décédé il y a un mois. Il y a un mois? Voilà. Je ne sais pas. Mais tout le monde s'en va. Pourquoi ils nous quittent tous? Ah bon, il y a un mois? Ouais. Donc je l'avais cité la dernière fois parce que Lovier, il y a eu à l'ICN, le congrès des mathématiciens de 70 à Nice, il a fait une conférence assez extraordinaire. Je trouve que c'est des endroits où ça vaut le coup de lire. Bon, c'est assez dur à lire, hein, mais son exposé en 70 est assez extraordinaire. Et comme je disais, il cite seulement Grothendieck et Mao Zedong. Mais bon. Et alors, pendant que Grothendieck... Alors, on n'a jamais su si Grothendieck avait été à l'exposé de Lovier, parce que pendant que Lovier faisait son exposé, cet imbécile de Grothendieck essayait d'occuper la voie publique avec des tracts sur je ne sais plus quoi, et Cartier essayait de lui dire que non, c'était pas une bonne idée, la police est venue, etc. Donc je ne sais même pas, et je crois qu'on ne sait pas, si Grothendieck a écouté l'exposé de Lovier. De toute façon, ce qui est vrai, c'est que la logique n'intéressait pas tellement Grothendieck. Voire pas du tout, même s'il a inventé les univers, parce que c'est un génie, et que dans SGA4 il en avait besoin, et que voilà. Mais c'était pas du tout un logicien, a priori. Et j'insiste que l'exposé de Lovier commence par dire il y a la géométrie et la logique, mais la géométrie vient avant la logique. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il rend hommage à Grothendieck en disant voilà, en fait, les topos selon Grothendieck sont les mêmes. Alors maintenant, pour Michael Wright, je dis que demain il y a France-Angleterre en rugby, que cette querelle, ça dure depuis Occam, en gros, et que la querelle entre topos en logique et topos géométrique dure entre les Français et les Anglais depuis le XIVe siècle. Et donc en l'occurrence, il y a un certain Johnstone, qui est très connu, qui a écrit un énorme livre qui s'appelle colloquially s'appelle L'éléphant en logique, sur les topos. C'est un livre sur les topos qui est énorme, qui cite à peine les Français. Pour autant, Grothendieck était français, parce que ce qui est drôle, c'est que Lovier est américain et Grothendieck assez peu français quand même. Mais en fait, il y a cette querelle avec les Anglais, comme en rugby, comme partout, sur logique versus géométrie. Et les Anglais, de manière pas du tout, pas très étonnante si on pense à Occam, si on pense ensuite à Russell, ensuite très bien après, à Anscombe, à toute l'école anglaise, non pas de mathématiques, mais plutôt de logique, et ben ils sont entièrement du côté de la logique. C'est-à-dire qu'ils n'admettent pas tellement SVR4, et donc pour eux, ce qui compte, c'est Lovier et les topos du point de vue de la logique. Alors c'est pour ça que ça s'appelle Sheaves in Geometry and Logic. Alors là, par contre, c'est fait par des gens neutres. Merdijk, qui est un mathématicien assez connu hollandais, qui n'est pas décédé, et Maclean, qui est vraiment un des grands du sujet, qui est un de ceux qui ont inventé le sujet, qui est mort à, je sais pas, plus de 100 ans, qui a vécu très 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 longtemps, qui a fait énormément de choses, et donc c'est un exposé vraiment que je trouve magnifique, là qui est ni géométrie ni logique, c'est géométrie et logique. Et donc on peut, vous voyez, une fois qu'on a fait tout ce que je viens de dire, on peut, et Lovier l'a fait, Lovier et Tierney l'a fait, on peut évacuer pratiquement toutes les mathématiques, la géométrie si on veut. Sauf que, c'est pour ça que Shapira n'aime pas forcément beaucoup les topos, et les Français pas non plus toujours, parce qu'on fait de la géométrie algébrique, c'est de la géométrie algébrique, c'est pas de la logique. Et si on veut retenir le côté géométrique,
c'est évidemment les topos de Grothendieck qui retiennent le... Ce que j'aime pas, c'est la secte d'utopie. Oui, après, bon, après, il y a d'autres choses, il y a des sectes. Bon, après, on passe sur les querelles de famille, mais disons que si on prend ça un peu plus loin, c'est vrai que ça paraît, disons, ça paraît un peu bizarre d'évacuer complètement la géométrie. Bon, alors, écoutez, je propose qu'on s'arrête 5 minutes, parce que ça fait beaucoup quand même. Même si j'ai fait en tout et pour tout 3 pages. Et puis, ben, du coup, on peut continuer sur... Le discret continue. Oui, le discret continue, ça on peut pas, il y a trop de choses à dire. Mais bon, le discret continue absolument. Bon, on s'arrête 5 minutes. Allez. Parce que bon, il reste encore au moins 3, oui, non, il reste exactement 3 polarités, si je puis dire, mais qui sont quand même assez mathématiques. Là, je vais essayer de dire des choses, bon, en un temps raisonnable, hein, je veux dire 20 minutes, des choses comme ça, peut-être pas plus philosophiques, mais bon, justement, qui ont peut-être plus de rapport avec ce que je vous avais proposé de lire. Oui, pour répondre à la principale question, moi j'avais intitulé, je crois, en mathématiques et finitude, j'avais parlé de matière fonctorielle, matière au sens où il y a la matière de Rome, la matière de Bretagne, la matière de France, et ça ce serait la matière fonctorielle. Parce que pour nous, il y a le matérialisme. Ah non, mais non, ça c'est la matière des récits. Vous voyez, là, Arthur, c'est la matière de Bretagne. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est comme la matière des grands récits mythiques, quoi. C'est tout à fait autre chose. Oui, alors, bon, pour revenir plutôt pour aller vers je dirais pas complètement autre chose, parce que c'est pas autre chose. Mais justement, donc, moi j'ai essayé au départ, j'avais l'ambition, mais essayons de la retrouver quand même un petit peu, d'utiliser Grothendieck. Alors je dis utiliser, c'est un mot désagréable, mais c'est pas tout à fait faux quand même, pour essayer de faire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a 2 volets. Il y a le volet positif et le volet négatif. Bon, on m'a souvent reproché, mais je me suis souvent reproché à moi-même, que le volet négatif était trop facile. Le volet négatif, c'est de constater certaines, on va dire, insuffisances, pour être très gentil, de l'épistémologie, et même ou du moins de ce qu'il en est, de l'utilisation des mathématiques dans ce que je n'ai pas du tout appelé les sciences humaines et sociales. Alors, petit excursus étymologique. Vous savez que science, ça a un rapport avec ce que la racine indo-européenne qui désigne la coupure, hein, comme vous avez un plébiscite, une sécession, donc la science, c'est pour ça qu'elle se fait détester, entre autres, la science, malheureusement, en quelque sorte, a à voir avec une découpe du monde. Wissenschaft en allemand est pour moi beaucoup bien préférable, c'est pour ça que sciences humaines est un mot, une expression que Lacan détestait et que je trouve détestable. Sciences humaines et sociales encore plus, quant à l'acronyme SHS, on n'en parle même pas. Mais Geisteswissenschaften est beaucoup plus proche, je dirais, de ce dont il est question, puisque Wissenschaft, c'est ce qui schafft, c'est-à-dire ce qui produit du savoir, Wissen, et Wissen lui-même est un mot très intéressant parce que Wissen a à voir en principe avec la vision, hein, ça a à voir, alors ça tout le monde est à peu près d'accord que Wissen a à voir avec la vision, comme Racine. Par contre, il y a 2 autres connotations qui sont beaucoup moins claires. Est-ce que ça a à voir avec la sagesse, Weisheit, et est-ce que ça a à voir avec l'habitus, ou la guise, comme on dit, die Weise. La guise, donc ça c'est même pas la traduction, hein, puisque vous savez que le G se transforme en W, je ne sais pas pourquoi, hein, comme on dit la guerre et war, comme on dit les gaufres et waffles, comme on dit Guillaume et Wilhelm, ou William. Donc le G donne un W, donc la guise donne Weise.
enfin donne, je ne sais pas dans quel, je ne peux pas dire, je ne sais pas dans quel ordre c'est, et je ne sais pas du tout pourquoi le G se change en W, mais c'est un fait. Et donc, pour les heideggeriens, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit, le savoir a à voir avec une forme d'habitus, on va dire, de guise. Donc, Geisteswissenschaften me paraît bien mieux, beaucoup mieux que sciences humaines et sociales, puisque ce n'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment d'un savoir, d'une production de savoir sur l'esprit, à propos de l'esprit. Et non pas de science, à proprement parler, qui encore une fois indique de manière très nette une découpe du monde. Hein, puisque c'est la racine indo-européenne. Alors, tout ça pour dire que en fait, j'avais fait un petit indice étymologique dans un des textes que vous avez sur ma page web, où j'avais aussi pris le mot enfin, j'avais pris que des langues indo-européennes, le mot en russe, mais on pourrait le prendre probablement dans d'autres langues, mais bon, moi, ça me parle moins. Donc, on peut se demander, une des questions, c'est pourquoi les mathématiques ? Pourquoi parler de mathématiques? Alors, très honnêtement, il y a 10 ans, 15 ans, je me disais, mais bon, les mathématiques, c'est un petit coin comme ça, du savoir, et il n'y a pas vraiment de raison que tout le monde se mette à parler de mathématiques. Alors, quand je dis que tout le monde se mette à parler de mathématiques, ça veut dire qu'on est obligé de constater qu'il y a des gens qui parlent de mathématiques sans les connaître. Et je ne veux surtout pas dire par là que ces gens, comment dire, ça ne dévalorise pas du tout leur œuvre, pour moi, pas nécessairement. Bon, Badiou parle évidemment de mathématiques sans les connaître, et là, j'ose dire que c'est un autre problème, parce qu'il fonde quand même sa philosophie sur les mathématiques. J'ai beaucoup écrit là-dessus, vous pouvez regarder dans Mathématiques et Finitude, et vous pouvez même regarder l'appendice du paragraphe 7.2, qui est, lui, entre guillemets, technique. Alors, je mets des guillemets, hein, parce qu'il faut quand même savoir que tout ce qu'on vient de dire, non seulement c'est pas technique pour des mathématiciens, mais c'est très très particulier. Il y a des mathématiques de toutes sortes. Grothendieck est certes un génie des mathématiques, mais il y a des mathématiques qui n'ont rien à voir avec ça, qui ne sont pas moins bien, qui sont juste différentes. Peut-être je vous dirais, j'avais noté des noms de mathématiciens, ça tout simplement, parce que c'est quand même un peu absurde. Disons qu'au XXe siècle, si vous vouliez prendre des noms, il y en a beaucoup trop, hein, mais je prends simplement des noms symboles, pas des noms qui sont plus ceci ou cela. Mais si vous prenez 3 mathématiciens, je vais noter Thurston, Thom, et je les note exprès dans ce sens-là, et Grothendieck, vous verrez, c'est un fait, que ces 3 formes d'esprit complètement différentes. Complètement. Si vous parliez avec Thom, il vous disait le discret, ça n'existe pas. Bon, je ne parle pas de discret continu. Il me disait, le discret, pour lui, ça n'existait pas. Vous connaissez le jeu de Mancala. Le discret, c'est des attracteurs. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il y a une espèce de continu, il y a des champs de gradient, comme on dit, mais enfin, simplement des attracteurs. Puis il y a des trous dans lesquels les billes tombent, et puis ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et le continu produit le discret. Thurston, c'est un des plus grands topologues du XXe siècle. C'est quelqu'un qui avait une vision, justement, complètement topologique, justement. Et Grothendieck, il a une vision qui est complètement différente. Et puis, il y en a plein d'autres. Alors, Grothendieck, il y a les conjectures de Weil, il y a les conjectures standards, mais il y a aussi plein d'autres conjectures. Il y a les conjectures de Beilinson, les conjectures de ceci, les conjectures de cela. Et elles n'ont rien à voir entre elles. Je veux dire, elles ont évidemment beaucoup à voir entre elles en mathématiques, mais elles dénotent des esprits très, très différents. Donc, déjà, du point de vue, quand on parle de mathématiques, ça ne veut absolument rien dire quand les gens parlent de mathématiques de manière très très vague, comme ça. Souvent, il y a déjà la confusion avec la logique qui est une catastrophe. Je vous avais dit qu'il y a pour moi, il y a 3 chaînes syntaxiques qui sont à déconstruire. Logique et mathématiques, sciences et techniques, et foi et raison. Bon, dans un ordre qui fait que c'est de plus en plus difficile.
et elles sont de plus en plus anciennes en un sens, et elles sont de plus en plus enracinées. Mais la première, qui est logique et mathématique, d'une certaine manière, est assez facile à déconstruire, parce que logique et mathématique, c'est très différent. Et c'est ce que le cercle de Vienne n'a pas du tout compris, parce que dans le cercle de Vienne, il n'y avait aucun mathématicien, sauf Hans Hahn, qui est un mathématicien, mais qui n'a jamais rien dit, qui n'a pratiquement jamais participé aux discussions du cercle de Vienne, en fait. Il est dans le cercle de Vienne, mais il n'est pas une voix du cercle de Vienne. Et puis après, ben, vous avez enfin, Russell ne savait rien en mathématiques, Wittgenstein rien, Quine rien. Donc c'est de la logique. Tu vas faire des trucs. Bah, non, ça c'est vrai. Russell, je Non, mais quand tu dis maths et logique, ça n'a aucun rapport. Non, non, j'ai pas dit que ça n'avait aucun rapport. Paul Volsky, par exemple. Non, mais oui, mais non, mais bien sûr, en ce moment, mais bien évidemment, mais il faut. C'est en train de se rapprocher tellement. Mais oui, je sais, non, mais il faut. Je dis ça, il y a plusieurs étages. Comme toujours, il y a. Et essayons d'être à l'étage 2. Oui, en ce moment, il y a la théorie des modèles est utilisée par des gens comme Kruszewski ou Voevodsky, enfin qui est mort le pauvre. Et puis, bon, il y a un rapprochement de la théorie des modèles avec la géométrie algébrique. Mais ça, oui, mais ça. Oui, je sais, mais ça concerne. L'informatique est de plus en plus. Oui, d'accord. Mais ça concerne un nombre de gens extrêmement petits et ça n'a rien à voir avec ce que disait Russell. Rien du tout. Effectivement, il y a certaines parties de la logique qui, en ce moment, dans des séminaires minuscules, j'y étais à l'IHP, c'est des gens très très bons, hein, c'est pas le problème. Il y a un certain rapprochement de certaines parties de la logique avec certaines parties des mathématiques, les deux très abstraites d'ailleurs, si on veut. Mais bon, ça ne change pas grand-chose au fait que disons, ce qui s'est passé au XXe siècle n'a rien à voir avec tout ça, disons, pratiquement rien. Ce qui s'est passé en dehors des mathématiques. Hein. Et même en mathématiques, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement, en attendant, extrêmement, je ne sais pas comment dire, tout petit, quoi. Enfin, tout petit, c'est peut-être très important, hein, mais c'est vraiment le happy few, quoi. Même à l'intérieur des mathématiques. Happy ou pas happy, je ne sais pas. Donc, oui, donc, du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Du coup, j'ai compris sciences et techniques. Ah oui, sciences et techniques, ça c'est un grand corpus. Là, pour le coup, on va dire que Husserl et Heidegger se rencontrent là-dessus. La fragilité de la Lebenswelt, enfin bon. Mais c'est pas de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Donc, il y a une partie qui est indubitablement négative, mais il y a aussi une question, c'est pourquoi parler des mathématiques? Donc, il y a au moins deux versants. Il y a le versant, les mathématiques vont être un modèle pour la philosophie et même un objet de jalousie pour la philosophie, il faut le dire, c'est-à-dire un objet d'un domaine où il peut y avoir un progrès, parce qu'il y a un progrès mathématique totalement indéniable. C'est un domaine où il peut y avoir des progrès, où il peut y avoir évidemment démonstration, etc. Donc, c'est d'une part, ça peut être un objet de jalousie, il faut le dire, pour la philosophie. Ça peut être aussi un repoussoir, pas un repoussoir, parce que ça c'est très simple, mais ça peut être au contraire une frontière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que qui vous diront plutôt que les mathématiques sont une frontière précisément pour la philosophie. Ou peut-être pas la philosophie, on ne veut pas dire la philosophie, qui vous diront justement ce dont nous parlons, c'est précisément le dehors des mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques, dans un certain sens, ne sont même pas un repoussoir, parce que c'est trop simple, mais on parle du dehors des mathématiques. Par contre, il faut avouer, et ça j'en ai parlé quand même pas mal dans Mathématiques et Finitude, ce qui s'est passé au XXe siècle et qui est tragique, c'est que quand les nazis sont arrivés, ils ont tout de suite eu une doctrine sur les mathématiques qu'ils ont confiée à des excellents mathématiciens. Donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Teichmüller, c'est une histoire qui est, enfin, pour ceux d'entre vous qui lisent l'allemand, Teichmüller, il y a un dossier sur lui qui a été fait par la DMV, par la Société mathématique allemande, qui est passionnant. Teichmüller, Teichmüller aurait probablement été un bon mathématicien,
Et je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, il est mort sur le front russe, hein, sur le front de l'Est. Je vous laisse juger si c'est heureux ou malheureux, mais il a disparu sur le front de l'Est à 31 ans. Et bon, il y a toute une histoire de Teichmüller, mais en tout cas, les mathématiques telles qu'elles ont été, on va dire, un petit peu conceptualisées par le Göring Institute, a été faite par des gens extrêmement compétents, Bieberbach, Van Allen, Teichmüller essentiellement, alors que, il faut bien avouer que la réaction qui était de l'après-guerre, c'est-à-dire la réaction, on va dire, structuraliste, a été au contraire, même si le Paris des années 60 était extraordinaire, il n'y avait pas enfin, les gens parlaient des mathématiques sans les connaître. Et révérence gardée, que ça soit Lacan ou Lévi-Strauss, pour lequel on peut avoir une très grande admiration, c'est des gens qui ne connaissaient pas du tout les mathématiques. Alors, on peut se demander pourquoi ils en ont parlé, mais pas seulement en ont parlé. C'est-à-dire que Lacan, dans les séminaires tardifs, en vient à dire que voilà, c'est sa manière de transmettre son enseignement. Là, c'est vrai, on en a beaucoup parlé avec Nathalie, je ne suis pas du tout d'accord. Ne pas être d'accord avec Lacan, s'il me dit, il dit ce qu'il veut. Mais j'admire beaucoup les séminaires Lacan du premier, enfin pas le premier, mais beaucoup moins les derniers. Lévi-Strauss, bon, Claude connaît infiniment plus que moi sur Lévi-Strauss, mais je n'admire pas chez Lévi-Strauss, et en fait il a beaucoup changé ensuite. En 1953, donc il a écrit un texte qui s'appelle Les mathématiques dans les sciences sociales, et il a mis au point ce qui est devenu un cursus littéralement fantasmatique pour les, entre guillemets, mathématiques qui n'en sont pas, qui ont été répétées par les structuralistes. Alors, ça comprenait la théorie de l'information, qui n'existe qu'à moitié, ça comprenait la cybernétique, qui n'a jamais vraiment existé. Je tiens à dire que quand Norbert Wiener, à qui on attribue la cybernétique, c'est quelqu'un qui était assez extraordinaire, qui en mathématiques a fait des choses extraordinaires, et ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est que tout simplement il a commencé les processus stochastiques, c'est-à-dire c'est lui qui a fait la théorie classique du mouvement brownien, et ça c'est mathématiquement extraordinaire, parce qu'il a commencé la théorie de la mesure en dimension infinie, mais c'est pas la cybernétique. Bon, après il y a eu toutes sortes de choses qu'on appelait théorie des systèmes, qu'on appelait ceci, qu'on appelait cela, mais dont on peut même se demander si elles existent, pour être honnête. Il faut vraiment lire ce texte de Lévi-Strauss, parce qu'il était à l'UNESCO, il écrit ce texte en 1953 avec un enthousiasme extraordinaire. C'est l'enthousiasme, on voit, c'est juste l'après-guerre, et il dit voilà, on va tous travailler ensemble, tous ça veut dire les psychanalystes, les ethnologues, tout ce qu'on veut, les économistes, etc. Et il y a une théorie des systèmes générale, il y a la cybernétique, on vient de parler de l'ADN, il y a une icône qui s'appelle la lettre, ou le signe, et puis on va faire tout ça, ensemble, et ce sera formidable. On est en 1953, après, Lévi-Strauss a fait plein d'autres choses, et il est beaucoup revenu sur cet enthousiasme, sans doute, hein, ça, je veux dire, il faut demander sur Humbert, mais c'est pas... Mais ce texte-là vaut la peine d'être lu parce qu'il donne une idée ensuite de ce qu'ont fait des gens qui étaient beaucoup plus des épigones, qui ont beaucoup plus suivi cette chose-là comme ce qui devait être fait, et ce qu'on a appelé le structuralisme, qui n'est pas toujours, comme d'habitude, souvent les gens qui ont commencé, en fait, en reviennent, si je puis dire, alors que ceux qui continuent, ils continuent un petit peu dans le même chemin. Bon, donc ça, c'est le côté un petit peu négatif, c'est-à-dire qu'effectivement, Cavaillès, c'est très bien, mais Cavaillès n'a connu que... Ça aurait été sûrement très bien, mais il a été fusillé, le pauvre, et il n'a connu de mathématiques qu'un tout petit bout, de Santi aussi d'ailleurs, et
et donc il se pose des questions, sans parler de Husserl, il se pose des questions qui sont des questions du monde d'hier. Et encore une fois, je prends le monde d'hier au sens presque, enfin vraiment littéral, c'est-à-dire que c'est le monde d'avant la Grande Guerre. Et c'est le monde, les problèmes de fondement d'avant la Grande Guerre. Maintenant, maintenant on n'est plus là, maintenant c'est un peu catastrophique. Je fais des grands... Je dis des grosses bêtises sur Teut qui ne sont pas du tout appréciées, mais bon, le fait est qu'on est quand même un peu en train de piétiner. Pour continuer, alors de manière plus positive déjà, par exemple, il me semble que sur les mathématiques, il y aurait des études de cas à entreprendre. Alors je vous donne 3 cas. Léonard de Vinci, Valéry, Lacan. Alors, Léonard de Vinci, c'est essayer de se demander, et alors je ne suis pas évidemment un expert sur Léonard de Vinci, et ce que je vais dire est quand même assez vague, mais quand même par rapport aux mathématiques, ce qui est très frappant, c'est que Léonard de Vinci, sur la fin de sa vie, se veut scientifique. Et même aux grandes dames de ses amis, qui disaient, mais enfin, tu perds ton temps. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Léonard de Vinci était un peintre de génie, et donc l'idée qu'il voudrait faire des machines et des machins et des trucs, mais il se voulait scientifique. Donc, on peut se demander quel est le rapport, qu'est-ce qui se passe dans le platonisme florentin, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit quand même, de Marcel Ficin et de gens comme ça, qu'est-ce qui se passe qui fait que ça n'est pas Galilée? Il y a d'autres moments en fait, il y a d'autres moments, y compris dans d'autres civilisations, qui fait qu'on approche la question, on approche de près la question, pourquoi y a-t-il de la science et non pas plutôt rien? Et ça, c'est une question qui est très difficile, parce qu'en fait, dans la plupart des civilisations, il n'y a pas de science. Alors après, maintenant, on va vous dire qu'il y a des ethnosciences, et finalement, il y en a partout, etc. Mais le fait est que, en fait, c'est pas vrai. Donc, pour Léonard, on peut se demander quel est le rapport, quelle est la différence entre les carnets de Léonard de Vinci et les dialogues de Galilée. Tous les deux regardent la nature. Tous les deux regardent la nature d'une manière, entre guillemets, scientifique. Il y a la phrase de Galilée bien connue que la nature est écrite en langage mathématique, mais Léonard regarde la nature aussi, il essaye de la regarder de manière vraiment scientifique. Du moins, il le dit. D'ailleurs, il le fait. Bon, il s'intéresse au vol des oiseaux, il s'intéresse aux machines, il s'intéresse à des tas de choses. Il s'intéresse même aux mathématiques, c'est-à-dire qu'il veut s'intéresser aux mathématiques, à des formules. Mais Léonard de Vinci, tout en étant génial, comme chacun sait, n'est pas Galilée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont tous les deux à Florence, bon, ils sont tous les deux à Florence pour le même moment, mais qu'est-ce qui fait que, bizarrement, le platonisme florentin, qui est quand même anti-aristotélicien, par ailleurs, je veux dire, ne débouche pas, avec Léonard, par exemple, sur Galilée. Et qu'est-ce qui fait que c'est Galilée qui, quand même, Galilée qui génialement va commencer ce que nous on appelle la physique. Va commencer. On va oublier les Alexandrois, on oublie des tas de choses, on oublie aussi les choses. Non, mais on oublie plein de choses, hein. Je veux dire, il ne va pas commencer au sens propre. Évidemment, personne ne commence jamais, et même pas Grothendieck. Mais disons, voilà, donc, question un peu aux gens qui étudient Galilée, qui étudient Léonard, mais qui, en fait, quand même, il faut avoir quand même une espèce de fibre qui vous dit, bon, là, c'est ça qui fait... Chez Galilée, par exemple, qui est extrêmement modeste, quand il regarde un plan incliné, c'est très très modeste. Il y a une question de modestie dans le propos qui est aussi... Le génie se cache dans la modestie aussi du propos. Bon, deuxièmement, il y a Valéry. Valéry, tout à coup, il dit, bon, même après Charme, après, etc., il dit, ben, tout à coup, voilà, j'arrête la poésie, je me mets dans ma petite chambre rue Gay-Lussac, pas loin d'ici, tout à côté d'ici, et puis je contemple un tableau noir, plein de, entre guillemets, formules mathématiques. Puis Gilles lui dit, bon, ben écoute, c'est bien tout ça, mais tu peux te remettre à la poésie, et puis il écrit La Jeune Parc. Mais pourquoi Valéry, quand même, dans ses carnets, ça s'entend. Pourquoi il y a
cette aspiration mathématique. Quand on est un poète de génie, quand même, hein, il reste Valéry, il écrit à Jeanne d'Arc à un moment. C'est quand même, pour nous, écrire à Jeanne d'Arc, c'est infiniment plus intéressant que les mathématiques qu'il pouvait contempler dans sa petite chambre au Gay-Lussac. Parce que de toute façon, bon, il n'est pas du tout mathématicien, Valéry. Pourquoi, quand même, c'est ça qu'il veut regarder dans la petite chambre? Et avant que Gilles lui dise, bon, Gilles, qui par exemple, qui était assez immune aux mathématiques, s'en fichait pas mal, il dit, bon, ben voilà, fais autre chose. Et puis il y a Lacan. Alors Lacan, bon, ça c'est pour moi c'est une question, pourquoi à partir du séminaire 20, enfin à partir d'encore, il dit tout à coup, en fait, voilà, l'inconscient n'est peut-être pas tant que ça, enfin, il y a très longtemps comment dire, à conceptualiser ou à élaborer une théorie de RSI, si on peut dire, et avec raison, enfin c'est extraordinaire. Et quand là il vient de sortir le séminaire 14 sur le fantasme, et encore dans le séminaire 14, qui est quand même assez tard, en 1967-68, il est encore en train de dire qu'il n'y a même pas vraiment encore le réel, il y a encore l'imaginaire qui est encore subordonné au symbolique. Alors comme j'aime à dire, pour moi ce qu'a fait Grothendieck, d'une certaine manière, ce que je vous ai raconté avant, c'est de dire, voilà, ce qu'a réussi à faire Grothendieck, c'est à faire passer l'espace du symbolique, de l'imaginaire au symbolique. Autrement dit, de la métonymie à la métaphore. Mais ça, on en reparlera. Mais quand même, Lacan, à un moment, essentiellement en séminaire 20, et puis après, évidemment, les derniers, 21-25, il est en train de dire, et à mon avis pas à bon escient, hein, je m'excuse, voilà, ce que j'ai fait, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire, entre guillemets, de la topologie. Et là, bon, il oublie beaucoup de choses parce que c'est pas vraiment de la topologie et qu'il y a un certain Milner qui a fait tout avant, mais bon, c'est encore autre chose, ça je pourrais en parler. Mais c'est même pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est pourquoi il dit, mais finalement, cette histoire d'inconscient structuré comme un langage, maintenant, je vais vous parler des nœuds. Et pourquoi les nœuds, pourquoi les entrelacs bruniens, ça va être plus puissant, ça transmet plus que mon enseignement que RSI, enfin RSI, on est un peu comme ça, vague. C'est quand même un problème. Enfin, pour moi, c'est un gros problème. Alors, je vais toujours pas parler de Grothendieck et de ce que je savais pour me dire. Alors, je vais juste terminer, on en arrive là, c'est la procrastination. C'est la procrastination. Alors, je vais dire pour être alléchant, quand même un tout petit peu revenir à Grothendieck. Grothendieck, si on prend tout ça, si on pense à tout ça, et encore à plein d'autres choses que je n'ai pas dites évidemment, il y a une énorme, je ne sais pas comment dire, il y a un énorme air de liberté qui règne là-dedans, et un énorme air de barbarie. Ça, la barbarie des prophètes. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir, un prophète, c'est quelqu'un qui fait entrer dans un temps différent. Et Récolte et Semailles, il y a beaucoup de possibilités dedans, d'une part effectivement ce côté prophétique, ce côté colérique, ce côté barbare, et le fait que ça va complètement subvertir énormément de choses. Par exemple, chez Augustin, Saint Augustin, vous avez les trois libidines, les trois concupiscences, la libido carnis, la chair, la libido dominandi et la libido sciendi. C'est-à-dire le désir de la chair, le désir de sciendi, du savoir ou de la science, et puis la libido dominandi. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Foucault, Bourdieu et même Latour nous ont expliqué en long, en large, en travers, en diagonale, que la libido sciendi et la libido dominandi avaient quelque chose à voir l'une avec l'autre, et que même elles pouvaient se confondre. Alors, je pense que ce qu'a écrit Latour sur, honnêtement, en philosophie des sciences, c'est complètement absurde, parce qu'il ne connaissait rien d'abord, ça se voit tout de suite. Mais bon,
que chez Bourdieu, il y a tellement de ressentiments que c'est très difficile à lire. Mais ce qui est vrai, c'est que, voilà, on parle de libido dominandi, libido sciandi, mais l'autre, le désir, au sens de la psychanalyse, c'est-à-dire le désir de la chair, le désir sexuel, le désir tout ce que vous voulez, on n'en parle pas. Or, chez Grothendieck, vous aurez ces trois mots. Vous aurez aussi les trois ordres pascaliens, bon là je passe. Vous aurez ces mots qui vont revenir et qui vont être complètement dans le discours, y compris des mathématiques. Donc j'avais pensé à qui sont... pourquoi ils sont plus là? Non, ils sont plus là malheureusement. Ça c'est dommage. Bon, j'ai peut-être pas besoin de ça, mais je vais terminer là-dessus. Il y a 4 mots qui me paraissent... Non, ah si. 4 mots qui apparaissent chez Grothendieck et qui n'apparaissent pas dans l'épistémologie ou dans la philosophie des sciences du XXe siècle, et même dans aucune philosophie des sciences. Je vais écrire 4 mots. Le mot désir, évidemment. Le mot vision. Le mot travail. Et le mot innocence. Alors, pourquoi ces 4 mots, vraiment là je termine là-dessus, pourquoi ces 4 mots sont en puissance des véritables... sont explosifs en fait. Bon, le désir, à quoi ça s'oppose? Le désir, ça s'oppose largement à la rationalité, et quand vous allez... encore aujourd'hui, je m'excuse, mais il y a encore des gens qui sont en train de s'interroger et qui font des congrès entiers pour savoir si l'imagination a sa place dans les sciences. C'est tellement absurde que je ne sais même pas quoi dire. Disons que vous avez Bachelard qui dit que d'un côté il y a la rationalité, de l'autre l'imagination. Bon, je m'excuse, mais c'est complètement absurde. Donc vous avez chez Grothendieck cette idée que c'est d'abord le désir. Alors évidemment ça commence avec Saint-Augustin, je veux dire, disons, je ne sais pas comment dire, la subordination du théorique au pratique, c'est pas quelque chose que les philosophes ont inventé hier, c'est déjà la volonté chez Saint-Augustin. Donc c'est pas hier. Mais en tout cas, que le désir soit le centre vivant du discours de Grothendieck, ça fait aucun problème. La vision, le fait est que la vision, c'est comment on appelle ça, la faculté qui a été le plus abaissée littéralement par ce qu'on appelle par le postmodernisme. Alors, il y a un livre qui est entièrement consacré à ça, qui est Martin Jay, vous connaissez sans doute, vous le connaissez peut-être, c'est un Américain qui s'appelle Downcast Eyes, 1993, c'est un très gros livre, mais qui est entièrement sur la France. C'est pas forcément le meilleur livre, parce que c'est quand même un livre vu justement un peu de l'extérieur, mais enfin, c'est entièrement sur la France. Et c'est étonnant de voir combien, entre Eikon et Logos, il y a ce qu'on appelle le tournant langagier, qui est effectivement du côté du Logos. C'est étonnant parce que si vous lisez Lévinas, vous regardez Totalité et Infini, alors évidemment, Lévinas, c'est pas très étonnant qu'il n'aime pas les mots traduits en grec. Mais les mots panoptiques, synoptiques, des mots comme ça, sont littéralement, sont des mots qui sont évidemment grecs, et sur lesquels il a des remarques qui sont vraiment peu amènes. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la vision, c'est-à-dire qui est de l'ordre de l'image et pas du logos, et, comment on dit, comme le titre l'indique, Martin Jay, Downcast Eyes, et c'est une constante assez forte, puisque ça s'appelle le linguistic term, ça dit bien son nom. Donc c'est vraiment un leitmotiv du XXe siècle et du tournant langagier, c'est pour ça que le cliché, comment dire, c'est pour ça que le cliché lacanien sur l'inconscient est structuré comme un langage, c'est comme ça qu'il est resté, bon, il est évidemment comme ça, dit comme ça c'est un cliché, mais c'est quand même quelque chose qui est très prégnant. Le travail, si on en croit pratiquement toute l'épistémologie du XXe siècle, il n'y a pas de travail mathématique.
Il ne peut pas y en avoir. Ça n'a pas de sens. Précisément parce que si logique et mathématiques se fusionnent, sont vaguement confondus, etc., il n'y a pratiquement aucun auteur qui pourrait laisser place au travail. Parce que le travail mathématique n'est évidemment pas quelque chose qui est de l'ordre de l'algorithmique, de quelque chose qu'on va calculer, etc. Ce n'est pas une question de calcul. C'est précisément là où Grothendieck va vous raconter ce que c'est que le rêve, le travail mathématique, la vision. C'est d'ailleurs ce qu'il a du mal à dire même à des mathématiciens, parce que tous les mathématiciens ne seraient pas toujours tous d'accord avec tout ce qu'il dit, loin de là. Il y a même des mathématiciens qui ne voient pas trop bien pourquoi Grothendieck est considéré comme un grand mathématicien, parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'alpinisme. Donc il y a un côté purement sportif à l'alpinisme. L'alpinisme, ça consiste à arriver au sommet, et vous arrivez au sommet comme vous pouvez, etc. Mais en tout cas, il y a extrêmement peu il y a une toute petite partie, encore je ne sais même pas si elle existe, de l'épistémologie, de la philosophie des sciences, qui laisse sa place au travail mathématique. Et c'est exactement ce que va vous raconter Grothendieck dans les pages d'ailleurs que j'ai signalées. Enfin, il y a l'innocence, et je termine là-dessus. L'innocence, c'est très compliqué. Attendez, est-ce que vous pourriez, en attendant, juste fermer les comment on appelle ça ? Les micros. Et puis on les évoque tout de suite dans 3 minutes. Disons que l'innocence, alors là, ben, c'est là où on va voir, ça va être très compliqué. Très très compliqué chez Grothendieck, parce que petit à petit, le vrai va se déplacer vers l'innocence, ce qui veut dire que le vrai va prendre les couleurs de l'éthique, ce qui veut dire que le vrai va prendre les couleurs du bien, et ce qui veut dire qu'en fait, au lieu de prendre les couleurs du bien, le mensonge va prendre les couleurs du mal. Et le bien et le mal ne sont pas simplement le contraire l'un de l'autre, parce que comme c'est très très bien expliqué par Lacan, et ça je trouve ça passionnant par Lacan quand il est poli, c'est la question du négatif. Le négatif, c'est la question de la Yang et de la Fernarian. C'est-à-dire que le bien n'est pas du tout le contraire, n'est pas du tout simplement le contraire du mal. Donc on va avoir... on a fini. Vous avez fini ? Oui, vous avez besoin de la salle ? Oui, mais si... On a fini dans 2 minutes, puis... Ok, oui, je vous laisse. Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose. Oui, donc là, bon, il faudrait venir très longuement, peut-être probablement pas cette année, mais après, il y a toute une histoire avec Grothendieck qui, là, relève, on peut dire, si on veut de l'analyse, on relève de ce qu'on veut, mais qui est précisément le rapport entre le vrai, l'innocence, le bien, le mal. Est-ce qu'il a... Voilà, j'arrête. La question de l'intuition, est-ce qu'il s'y intéressé? Ah bah oui, l'intuition. Bah, c'est avec la vision. Intuition, ça veut dire intuition. Anschauung, c'est vraiment... Oui, tout à fait. Bien entendu. C'est même tellement évident que... Je ne sais pas s'il dit le mot, mais enfin c'est évident. Il parle beaucoup de vision. Oui, sûrement il parle de vision. Kant ne voulait pas traduire, ne voulait pas que ça s'appelle intuition, parce qu'il n'aimait pas le latin. Et comme il aimait l'allemand, Anschauung. Mais Kant aimait tout traduire en allemand. En particulier imagination. Qui est aussi, dans la critique de la raison pure, ne se dit pas imagination. Et il n'y a pas non plus plasma, des choses comme ça. Tous les mots grecs. Le Teichmüller, c'est le même que la tour de Teichmüller. Ah, c'est sûr, dont ce qui est étonnant, c'est que moi je travaille sur la théorie de Grothendieck, Teichmüller. Ce qui est quand même un peu étonnant, parce que Teichmüller était un vrai nazi. C'est probablement le seul mathématicien vraiment nazi. Les autres, c'était, je n'ose pas dire tongue-in-cheek, mais bon. Mais Grothendieck parle de Teichmüller. Non, mais oui, tout à fait, mais bon, ça illustre quand même le fait que les mathématiques sont au-delà de ça, parce que je ne sais pas ce que Grothendieck savait sur Teichmüller. Je pense qu'il ne savait pas énormément. Bon, il aurait pu, hein. Il est quand même allemand, Grothendieck. C'est le nom de la marée, Charbon. Oui, Comment tu sais? Voilà, bon, alors, écoutez,
Formidable. Je ne sais pas si on va avoir le temps de... Alors, ah oui, quand même, je fais la publicité. Donc, pour la prochaine fois, c'est Jean-Jacques, chez Chignards, qui s'y colle. C'est quand? Quelle date? Donc, je sais plus, 24, non. Pardon, 24, bientôt, c'est dans 15 jours, c'est dans 15 jours. Mais je vous enverrai une fois. Eh ben, un point de vue plus philosophique. Le titre, c'est quoi? Comment? Le titre, Non, mais là, Pour les Gomènes, envoyez-moi une... Pour les Gomènes, à une étude philosophique de Envoyez-moi de l'œuvre de Bretagne. un email, parce que là, on va malheureusement s'en aller. C'est déjà paru Il est un peu viré de la il y a salle. déjà